Bonjour à tous, je vais vous demander de vous installer. Je suis un peu trop loin. Okay. Alors, bonjour à tous. Donc, on est là aujourd'hui pour un rendez-vous quasiment incontournable, la conférence annuelle Chambre CER. Bon, maintenant, c'est presque une coutume. L'occasion de discuter en même temps hausse de charge. Je pense que tout le monde est impacté de nos jours là-dessus. Excusez-moi, j'ai un problème avec le micro, visiblement. Donc, on aura au préambule l'introduction de Chantal Gore, donc vice-présidente de la Chambre d'agriculture, donc qui va nous introduire un peu la conférence, et on clôturera avec l'intervention d'Aurélien Oudioul, vice-président du CER Cantal. Donc, je vais laisser la place à Chantal. Ouais, si non, je suis là parce que ça grésille. Ouais. Encore moins. Non, quand même. Je vais faire. Tu le rapproches de la table, Charlie, rapprocher de la table, peut-être, le micro. Bon, mais bonjour à tous et à tous. Je voudrais tout d'abord excuser le président et le directeur de la Chambre d'agriculture et la présidente et le directeur du CER qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais en tout cas qui sont représentés, il n'y a pas de souci. Saluer aussi la présence de Madame Guibert et puis je vais vous faire grâce de tous les excusés qui nous ont adressé voilà, leurs excuses. Juste dire effectivement que la rencontre d'aujourd'hui, c'est un moment important pour les agriculteurs en particulier. Et on voit bien qu'avec une hausse des charges plutôt galopante, alors je pense que malheureusement, ce que va nous présenter le CER, comme c'est plutôt un constat qui est passé, ils vont peut-être pas forcément tenir compte de l'augmentation qu'on connaît tout de suite sur nos exploitations. Mais en tout cas, le sujet est vraiment d'actualité. Comment réduire les charges? Parce que ce qui se passe depuis 6 mois est très, très affolant. Donc, effectivement, et d'autant plus pour les jeunes qui souhaitent s'installer ou qui viennent de s'installer, parce que forcément, quand on démarre dans la vie active, chaque fois qu'on a des perturbations de cette nature-là, c'est quand même très préjudiciable. Après, aujourd'hui, enfin, j'ai eu l'occasion de le dire hier à l'AG du CER, on est normalement rentré dans une autre ère avec la loi Egalim 2 qui doit nous permettre, en tant qu'agriculteurs, de répercuter nos coûts de production. Si on n'arrive pas à répercuter nos coûts de production, effectivement, j'ai bien peur que l'agriculture ait beaucoup de difficultés à vivre et ça posera de vrais problèmes. Donc, je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une loi qui nous permet de répercuter nos coûts de production. On a fait, entre guillemets, la part de notre travail en envoyant des contrats, et je pense particulièrement aux producteurs allaitants, puisque les producteurs laitiers vont suivre dans un temps décalé. Aujourd'hui, on attend tous des réponses, parce qu'aujourd'hui, les commerciaux, entre guillemets, n'ont pas forcément répondu. Et on espère très sincèrement, et je pense que d'un autre niveau, on mettra une pression pour que l'État fasse sa part du travail et fasse respecter la loi. Parce que si demain, on n'arrive pas à faire augmenter les prix des produits agricoles, on aura un vrai souci. Il n'empêche que, on le sait tout le temps, quand on a des rendus économiques, il y a toujours une part dans un panel représentatif, il y a toujours une part qui est mieux qu'une autre. Donc, c'est un peu l'esprit d'aujourd'hui de dire comment tout le monde peut tendre à être dans le cadre supérieur, parce qu'il y a des fois des éléments incontournables, mais il y a aussi des éléments qui sont de notre fait, et on doit pouvoir s'améliorer, même si, je le redis, la principale préoccupation, ce sera le prix de nos produits, parce que faire des économies ou ajuster des choses, ça ne suffira pas avec les augmentations qu'on connaît aujourd'hui.
Je laisse la parole maintenant à la technique. Alors, merci. Alors, je vais être juste bref, mais pour vous rappeler un peu le contenu, donc on aura une première présentation donc, du CER sur l'évolution, enfin du moins les résultats économiques récents, dirons-nous, donc que ce soit bovin lait ou bovin viande, bien évidemment. Et on aura après 2 scénarios à l'étude, justement, d'impact de la hausse des charges sur nos exploitations agricoles made in Cantal. Donc ça, c'est la première partie. On aura en seconde partie une intervention de 3 conseillers de la Chambre d'agriculture sur des conseils, du moins des pistes, sur un temps réduit de présentation, mais des pistes justement pour permettre de réduire les charges sur une exploitation agricole. Et on a eu l'opportunité un peu récente, qui n'était pas forcément très programmée, mais d'avoir une intervention d'un administrateur de la FDCUMA, justement, qui va nous présenter justement l'intérêt éventuellement du CUMA sur la réduction des charges. Donc, on est une partie en présentiel, une bonne partie en visio. Donc, après chaque intervention, on aura une période de questions en présentiel. On récupérera également les questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas tout au long à l'écrire dans ce chat de webinaire et on traitera les questions au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas être plus long, je vais laisser la main au CER. Oui. Ah, pardon. Excusez-moi. Ouais. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Dominique Andrieux du CER France Campagne, partie du groupe Veille de l'ANC. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les résultats 2020-2021, puisque les cahiers de référence que vous recevez sont faits sur les résultats clôturés de septembre 2020 à avril 2021. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu décalé. Donc, du coup, là, c'est le contexte pandémique qui a marqué cette période-là, notamment avec la Covid. Donc, à partir de janvier 2020, on a le premier cas de Covid français. Et ensuite, donc au 17 mars, c'est le confinement. Par la suite, donc, on a un déconfinement progressif en mai-juin. Et en septembre, à nouveau, les cas de Covid qui reprennent. Donc, avec dès décembre, des nouvelles restrictions, reconfinement plus souple et un couvre-feu. Et ça, c'est des mesures qui ont perduré sur tout le début 2021. Donc, les incidences, forcément, c'est un marché plus atone, donc une baisse de 8% du PIB français. Au niveau de la consommation, elle a été renationalisée, pardon, donc c'est-à-dire que les consommateurs ont privilégié les commerces de proximité et donc avec des marchés agricoles plus résilients. Et on a constaté sur cette période-là une petite remontée des prix du lait et des prix des animaux. Très léger. Donc, ce qu'on constate au niveau des résultats, c'est que, en fait, oui, voilà, c'est des systèmes qui ont été résilients face à la crise sanitaire, puisque les résultats n'ont pas varié ou très peu varié par rapport à la campagne précédente. Donc, là, on a nos 3 productions principales, je dirais, du département. Le bovin lait conventionnel, l'AOP et le bovin viande. Donc, en termes de BE, on est à 32 600 pour les conventionnels, 40 000 pour les AOP et 34 600 pour les bovins viande. Donc, dans les 3 systèmes, vous voyez que les annuités représentent à peu près 50%. Ouais. Donc, 54% pour le conventionnel, 51% pour l'AOP, 46% pour les bovins viande. Qui nous laisse après un revenu disponible par UTH de 16 500 pour les bovins laits, 20 000 € pour les AOP et 18 000 € pour les bovins viande. Donc, on pourrait dire que les annuités sont maîtrisées puisqu'elles ne varient pas. Par contre, aujourd'hui,
on constate que par rapport aux performances économiques, les 54% de l'EBE, c'est trop pour pouvoir dégager l'objectif d'1,5 SMIC. Donc, on est plus aujourd'hui à 1,1 et 1,3 SMIC par UTH. Et donc, du coup, si on a du mal à se rémunérer, je dirais, enfin, rémunérer, une rémunération pas très élevée, on ne libère pas non plus de capacité d'autofinancement. En termes de trésorerie et d'endettement, donc là aussi, très peu de variations. Donc, la trésorerie, en moyenne, vous voyez, c'est 1,4 mois de charge, que ce soit pour les 3 systèmes. Et le taux d'endettement, on est à peu près à 40%, donc avec un peu plus pour les conventionnels, un petit peu moins pour les bovins viandes, donc 43, 40 et 35%. L'objectif pour la trésorerie en mois de charge, ce serait 3 mois en système allaitant et 2 mois en système laitier. Donc, ce qu'on peut retenir pour la campagne 2020-2021, pardon, c'est que les marchés agricoles ont su faire preuve de résilience, avec une capacité d'adaptation des agriculteurs, comme d'habitude. Et les résultats économiques qui, globalement, se sont maintenus, comparativement à la campagne précédente, et une trésorerie qui, globalement nécessiterait d'être consolidée. Mais malheureusement, ce que disait Mme Faure tout à l'heure, avec l'augmentation des charges, ça va être difficile d'améliorer cette trésorerie. Donc, voilà pour la présentation. Si vous avez des questions à ce sujet-là. Une question par rapport au VAOP. Quel est le pourcentage de VAOP par faire une étude comme ça? Parce que si on est dans une zone sanitaire à 100% à l'AOP, ou si on est dans une zone campale avec 40%, ou si on est avec du bleu ou que du bleu et du campal, ou que du bleu. Là, c'est tout ce qui est AOP, toute production AOP sur le département. Donc, c'est un lissage de toutes les exploitations de l'AOP. Tout à fait. Avec du 40, du 30, du 40, du 60. Oui, oui, tout à fait. Donc, la fiabilité, elle est vraiment grande. Oui, après, si vous voulez, nous, on ne connaît pas quand chacun quel AOP vous êtes, quoi. Oui, mais après, en termes d'échantillons, je pense aussi que ça serait difficile à retrouver. Je vous passe Annabelle qui s'occupe de ça. Oui, bonjour, Annabelle Barthélémy, du coup, CERF France Alliance Massif Centrale, chargée d'études en veille économique. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on peut avoir une disparité d'écart de résultats en fonction de l'AOP. Alors là, les résultats que vous a présentés Dominique, c'est des résultats au niveau du Cantal. Donc après, le problème, c'est que si on différencie chaque AOP, AOP Saint-Nectaire et AOP Cantal Salaire, par exemple, on va se trouver de très faibles échantillons. C'est pour ça que j'ai coupé, en fait, les On a une très grande disparité entre les uns et les autres. Oui, alors effectivement, on peut avoir une très grande disparité, notamment sur les questions de prix, de valorisation du lait. Mais bon, après, ce qui donne déjà un ordre d'idée, mais... je pense, c'est que, comme vous le voyez, en AOP, on avait des résultats un peu meilleurs qu'en les conventionnels. Déjà, ça donne l'idée du cadre. Voilà, après, statistiquement, on ne peut pas... Mais c'est dopé quand même par Alors après, par contre, c'est que les AOP livreurs. Hein. Il n'y a pas les transformateurs dans le panel. Oui. C'est que les AOP livreurs. Ouais. D'autres questions dans la salle? Pas forcément. Rien du côté du chat? Non. Je vous propose Je garde le micro, du coup. Allez. Voilà, donc je vais prendre la suite de Dominique pour voilà. Alors ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a tracé 2 scénarios pour essayer d'évaluer l'impact sur la future campagne et même au-delà, puisqu'on là on est sur la campagne avril 2022-2023. Donc là on va être sur des clôtures comptables qui vont se faire de septembre 2022 à avril 2023. Alors, une petite diapo pour revenir un petit peu voilà, sur le contexte et d'où on est parti, pourquoi est-ce qu'on était en début d'année, enfin même fin 2021 et début 2022 sur une hausse comme ça des intrants. Bah, tout est parti du contexte pandémique dont vous a parlé Dominique précédemment et avec notamment voilà, un décalage entre l'offre et la demande qui s'est fait sur l'année 2021. Notamment du fait de la reprise de l'économie chinoise qui s'est fait plus rapidement que dans les autres pays, et du coup qui ont créé une forte demande.
À côté, l'offre n'a pas forcément suivi. Et on a eu également, on a pu le voir, hein, le prix des énergies qui est parti à la hausse, notamment sur 2021, avec la levée des différentes restrictions, et donc du coup des restrictions de déplacement notamment, et avec derrière la production qui n'a pas forcément suivi, d'où une hausse du prix des énergies et du gaz par la suite. Tout ça pour en arriver une petite diapo également pour vous expliquer que finalement, c'est ce qui s'est passé, et notamment la première hausse qu'on a eue sur... Voilà, la hausse en fait qu'on a connue, là vraiment le pic de la hausse sur fin 2021 et qu'on connaît là actuellement, c'est ce qui se peut passer à ce moment-là qui va venir impacter du coup nos résultats économiques sur les clôtures qui vont se faire à partir de septembre 2022. Et donc, on a scénarisé ces hausses avec deux scénarios. Alors, je précise tout de suite, effectivement, ce sont des scénarios qui ont été faits en janvier 2022, donc avant le conflit Ukraine-Russie, ce qui fait que dans nos scénarios, on ne tient pas compte, et notamment dans le premier scénario, de la hausse vraiment qui s'est faite à ce moment-là. Donc, notre premier scénario, c'est le scénario dans lequel on s'est positionné en partant du principe que nos adhérents, nos producteurs allaient acheter vraiment leurs intrants au plus fort de la hausse, sachant je me suis basée sur les IPAMPA de novembre 2021, comparativement à novembre 2020. Et dans le deuxième scénario, on est parti du principe que nos adhérents, ils allaient s'adapter parce qu'on sait qu'ils sont capables d'une forte capacité d'adaptation. Et donc, ils se sont adaptés en réduisant leurs achats alimentaires ou en limitant la fertilisation. Tout dépend, après, des différents scénarios pouvaient être envisageables dans celui-ci. Alors, sachant que c'est deux scénarios qu'on a tracés, mais il y en a d'autres qui sont largement possibles. Et derrière, du coup, on a cherché à savoir, premièrement, quel allait être l'impact de chaque scénario au niveau de la hausse des charges. Mais au-delà de la hausse des charges, un atelier de production, il y a de la production, donc on a quand même essayé aussi de mettre en parallèle de cette hausse des charges le côté conjoncture des marchés qu'on connaissait au moment des scénarios, de la mise en place des scénarios. Et on a cherché aussi à savoir, finalement, dans chaque scénario, on sait, derrière des moyennes se cachent des écarts. Donc on a essayé de chercher de savoir pourquoi il y en a qui allaient mieux résister que d'autres, pourquoi ils allaient prendre plus ou moins fortement l'impact de la hausse. Et on est allé jusqu'à la notion de trésorerie parce qu'on sait, dans un premier temps, c'est les trésoreries qui vont venir accuser de ces hausses. Et donc là, on s'est basé sur les systèmes bovin-lait et bovin-viande, sachant que ce sont des résultats qui ont été tracés, des tendances qui ont été faites au niveau de l'Alliance Massif Centrale. Donc ça reprend l'ensemble des départements de l'Alliance Massif Centrale. Ce n'est pas que spécifique au canton. Alors, si on regarde dans un premier temps sur le système bovin-lait, donc vous retrouvez donc sur la gauche l'ensemble des charges de production avant la mise en place des scénarios. Ensuite, on a au milieu notre premier scénario, donc avec la hausse des charges correspondant. Donc, le premier scénario, c'est là où on est au plus fort, on achète au plus fort. Et donc, on se rend bien compte que ce qui va être fortement impactant, c'est nos trois postes avec les frais de culture, avec derrière notamment la hausse du prix des engrais. On va retrouver l'alimentation. Et enfin, on va retrouver les frais de mécanisation, donc avec notamment la hausse du carburant. Tout ça pour amener finalement sur ce scénario-là, on serait à une hausse des charges de production de plus 35 € au millilitre. Juste pour le bien du webinaire, est-ce que vous pouvez nous mettre tout ça à côté comme ça, tout sera retranscrit et pas que forcément l'intervention. Peut-être juste de la côté encore. C'est bon? Allez, parfait. C'est parfait. Et donc, du coup, dans le contexte du deuxième scénario, nos producteurs vont mettre en place une stratégie d'adaptation, on va dire. Là, on serait du coup sur une hausse des charges de production de plus 20 € au millilitre.
Alors, à côté de ça, j'ai dit tout à l'heure, on a une hausse des charges, oui, mais on a quand même derrière, en tout cas pour le lait, un marché qui est quand même plutôt bien orienté, puisque sur fin décembre, enfin, en décembre 2021, comparativement à décembre 2020, en ordre d'idée, on était à plus 5 € au millilitre, sachant que c'était fin 2021. Là, on est encore certainement avec un écart de prix un peu plus important. Et globalement, on a des échanges qui sont dynamiques, que ce soit en France, mais également en Europe et mondial, et avec derrière des volumes qui ont plutôt tendance à stagner. Donc, on a vraiment un décalage offre-demande qui fait que le marché laitier est bien orienté. Alors, marché laitier conventionnel, on entend. Et le petit bémol, c'est quoi? On a quand même une collecte qui décroche, notamment depuis septembre 2021. Donc, ça, voilà. Ça, c'est le petit côté un petit peu interrogatif. Donc, à voir si cette baisse de collecte ne peut pas pénaliser éventuellement derrière les résultats. Alors, du coup, derrière, pour nos hypothèses, pour aller jusqu'à notre marge d'atelier, alors, soit on a vraiment une revalorisation du prix du lait qui perdure sur l'année 2022. Donc là, on pourrait être dans le cas d'une hausse du prix du lait de plus 20 € comparativement à 2021, pardon. Où on a une légère stagnation sur le second semestre. Et là, du coup, on pourrait être à un prix du lait de plus 10 € au millilitre. Du coup, pour nos hypothèses, on a pris un prix moyen de plus 15 € pour 2022. Donc, ce qui fait que finalement, selon les scénarios, on pourrait décrocher soit une marge d'atelier qui baisserait de 5, voire jusqu'à 20 € au millilitre. Donc, on voit que sur le scénario où on a une marge, finalement, où on a de l'ajustement de la part de nos producteurs, la marge décrocherait pas tant. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment mettre en parallèle la hausse des charges, mais quand même, voilà, la hausse de production aussi, et de bien calculer jusqu'à la marge de l'atelier pour voir l'impact finalement et pouvoir évaluer l'impact de la hausse des charges. Ensuite, comme je disais précédemment, ce qu'on a regardé, c'est finalement au sein d'un scénario, on sait, on a des producteurs qui vont être impactés plus ou moins. Et donc, là, on s'est basé sur le scénario ajustement. Et dans ce scénario-là, on s'est rendu compte que nos moins impactés, finalement, au lieu d'avoir une hausse de plus 20 € au millilitre, ils auraient une hausse de plus 15 €. Et à l'opposé, nos plus impactés, ils auraient une hausse de plus 30 € les millilitres. Et si on revient jusqu'à la notion de marge, finalement, nos moins impactés avec la hausse de plus 15 €, si on part du principe qu'on a une hausse du prix du lait de 15 € les millilitres, on s'aperçoit que finalement la marge, elle resterait la même. Ça reste bien sûr des suppositions. Donc on a essayé de chercher de savoir pourquoi on a de tels écarts entre nos deux groupes. Ce qui ressort en système laitier, c'est que derrière, finalement, on a une structure en termes de main-d'œuvre qui est, on va dire, quasiment équivalente. Et ce qui ressort surtout, c'est au niveau de la production, où nos moins impactés, finalement, ils vont être un peu plus productifs et sortir un peu plus de volume que nos moins impactés. Derrière, ça va se traduire par une productivité de la main-d'œuvre pour nos moins impactés qui va être plus importante comparativement à nos plus impactés. Quand on regarde en termes de charges, comment ça se passe pour nos deux groupes, ce qui ressort, là encore, c'est que finalement, nos moins impactés, c'est les systèmes qui vont aller optimiser leurs charges, notamment leurs charges de culture, d'alimentation et les charges de mécanisation. Alors, ils les optimisent dans le sens où, du coup, comme ils produisent plus de volume, ils arrivent à diluer ces charges, et notamment les charges de structure, avec les volumes produits en plus. Derrière, en termes de résultats économiques, ça se traduit par un EBE par UTH pour moins impactés de l'ordre de 41 000 € contre 30 000 € pour nos plus impactés. Et derrière, surtout en termes de revenus disponibles, ça veut dire pour nos plus impactés, 25 000 € par UTH de revenus disponibles contre 15 000, à peine plus d'un SMIC, pour nos plus impactés. Derrière, ça veut dire potentiellement pour nos moins impactés, peut-être un peu plus de rémunération, mais en tout cas, la capacité de se rémunérer un peu plus et potentiellement également d'aller alimenter de la trésorerie.
Du coup, pour nos systèmes bovins-laits, ce qui ressortirait au vu de nos scénarios, c'est que finalement, pour être plus résilient face à un aléa conjoncturel tel qu'on le connaît actuellement, ça va se traduire derrière par l'efficacité technico-économique, l'efficacité technique aussi surtout, de l'autonomie. Et également, ça se traduit aussi par une meilleure productivité de la main-d'œuvre. Et je ne l'ai pas abordé, mais quand on regarde les niveaux de trésorerie entre nos moins impactés et nos plus impactés, c'est aussi derrière un peu plus de niveau de trésorerie pour nos moins impactés. Du coup, je vais laisser la parole à Dominique qui va vous présenter le système allaitant. Oui, donc nous avons fait la même chose pour le système allaitant. Donc là, on aurait des variations en UGB qui seraient comprises entre le 40 et 85 euros par UGB sur les charges de production. Donc avec forcément les mêmes postes qui rentrent en compte que pour la production laitière. Donc tout ce qui est mécanisation, alimentation et frais de culture. Donc là, on s'est demandé qu'est-ce qui justement pourrait aider à passer un petit peu, c'est plus facile, enfin, moins difficilement, je dirais, cette période. Donc aujourd'hui, bon, sur le marché, c'est vrai qu'on constate un déséquilibre de l'offre et de la demande qui est favorable aux cotations, puisque depuis fin 2021 et jusqu'à maintenant, le prix des moutards et le prix de la viande bovine a quand même progressé par rapport à ce qu'on connaissait avant, même si encore aujourd'hui ce n'est pas suffisant, mais ça a fortement progressé. Et l'autre point, c'est la baisse du cheptel européen et surtout français, je dirais. Dans les 5 dernières années, on a perdu 390 000 vaches allaitantes et 260 000 laitières. Donc, les laitières, c'est aussi de la viande qui se retrouve sur le marché par la suite. Donc, là, ce qu'on constate également, c'est une stabilisation de la production dans les principaux pays exportateurs, et notamment la Pologne et l'Irlande. Hein, et avec aujourd'hui des jeunes bovins polonais qui sont au prix du jeune bovin français, donc on rentre un petit peu moins en concurrence. Une demande au niveau du haché, du transformé et de la restauration au domicile qui reste quand même ferme. Donc, on n'a pas de baisse de consommation pour l'instant pour constater. Et la demande italienne et française est soutenue pour remplir les ateliers d'engraissement. Donc là, c'est pareil. C'était par rapport à une date donnée. Est-ce que, avec l'explosion des intrants, est-ce que les Italiens vont continuer à remplir leurs ateliers? Ça, l'interrogation est là. Et en fin d'année, début d'année, on a la réouverture du marché algérien, qui même s'il ne concerne pas beaucoup d'animaux, ça permet de faire une niche qui libère quand même de la place. Et puis le dernier point qu'a souligné tout à l'heure Mme Cor, donc c'est l'effet de la contractualisation avec Egalim 2, qui aujourd'hui, normalement, ferait qu'on pourrait vendre nos animaux par rapport au coût de production, mais malheureusement, on constate qu'actuellement, on a du mal à le mettre en place sur le département. Peut-être sur notre département aussi, mais sur le nôtre, a priori, on a pas mal de soucis. Donc, à l'intérieur d'un même scénario, c'est vrai qu'on a des fortes amplitudes aussi, hein, parce que là, sur le scénario ajustement, où on avait plus 40 euros par UGB de charge, on voit que les moins impactés, s'ils sont à plus 25, et les plus impactés à plus 65, donc voilà, dans la moyenne, il y en a qui résisteront mieux que d'autres. Donc là, on a essayé de voir lesquelles exploitations étaient les moins impactées. Donc là, un petit bémol, parce que c'est vrai que nous, on a regardé côté charge. Donc c'est sûr que les moins impactés aujourd'hui, c'est un peu plus ceux qui sont orientés 100% herbe, parce que globalement, ils ont moins de charges que ceux qui font de la céréale et des cultures, quoi. Parce qu'après, c'est au niveau des systèmes, vous voyez, dans les deux groupes, on est à peu près sur le même nombre d'UTH, à peu près sur le même nombre d'UGB et de vaches, il n'y a pas beaucoup de variations. Et sur la surface, un tout petit peu plus de surface pour les plus impactés, mais voilà, il y en a une quinzaine d'hectares de culture.
Donc là, même conclusion que pour le lait, hein, les systèmes qui résistent le mieux, c'est ceux qui maîtrisent les charges. Donc, avec des gros écarts au niveau des différents postes, hein, on a 120 € d'écart sur les cultures, donc 45 € sur l'alimentation et la mécanisation, on est à 80 €. Quoi. Donc là, au niveau du revenu, donc de toute façon, malheureusement, par rapport aux prévisions qu'on a fait, on a des EBE qui sont du moins impactés ou plus impactés, qui ne seraient pas très élevés, de l'ordre de 27 000 €, on va dire, pour les moins impactés, et 26 000 pour les plus impactés. Et malheureusement, du coup, ça ne nous permettrait pas de se rémunérer à hauteur de 1,5 SMIC. On est bien en dessous, puisqu'on est à 12 000 €, 12 et 11 000 € par an. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la résilience se traduit par une meilleure efficacité technique, une meilleure autonomie, pardon, et une économie des charges, et que dans ce cadre-là, la productivité ne fait pas forcément la différence sur les aléas conjoncturels. Après, voilà. Je pense que malgré tout, si elle ne fait pas toujours la différence, elle contribue quand même un petit peu. Donc voilà, merci. Vous avez des questions? J'ai une remarque entre le plus impacté et le moins impacté, j'arrive au même 26 000 €, ou alors c'est ma vue. Oui, il y a 1 000 €. Il y a que 1 000 €. Donc en fait, vous avez joué vachement sur les chaînes, mais c'est pareil. Oui, oui, oui. Ouais. Il y a un peu de différence. Oui, ce que je dis, ouais. Voilà. Oui, Oui, l'échelle est pas. Oui, on est d'accord. Hein. Oui. Parce que là, quand on oui, parce que tu sois. Que sur le PO, là, on est disponible, on retrouve les 1 000 €, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a très très peu de. Oui, d'écart. Hein. Voilà. Bon, c'est pour ça, parce que je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que nous, la différence qu'on a fait, c'était sur les tout herbes. Et c'est vrai que tout herbe, on fait quand même un peu moins de produits que sur des systèmes avec des cultures. Donc, du coup, c'est pour ça que l'impact, on ne le retrouve pas forcément. Par rapport au système allaitant, avec alourdissement, avec des animaux abattus, non abattus, c'est le système beaucoup tard et Oui, dans ce qu'on a présenté là? Oui, alors j'ai pas fait de classement de mes systèmes allaitants en fonction si on était plutôt sur des naisseurs ou des naisseurs engraisseurs. C'est tout système confondu là. C'est vrai que j'ai fait vraiment un tri sur l'aspect charge. Et pour revenir sur la question précédemment, effectivement, on se retrouve sur des EBE, sur le système allaitant, qu'on soit plus ou moins impacté, qui sont quasiment, qui sont les mêmes, on va dire, hein, statistiquement, il y a peu d'écart. Ce qui s'explique aussi, effectivement, en termes de productivité entre nos plus et nos moins impactés, on a nos plus impactés sont un peu plus productifs, mais derrière avec des niveaux de charge plus importants que les moins impactés. Et du coup, voilà, c'est ce qui explique en fait ce delta et le fait qu'on ait un EBE qui soit le même. C'est que du coup, les moins impactés sont vraiment sur de l'économie de charge comparativement à nos plus impactés. Donc, ils se rattrapent en fait là-dessus, même s'ils ont une moindre productivité. ce qui serait bien, ce serait un comparatif entre les systèmes intensifs en silage et les systèmes extensifs en silage. Parce que quand on voit aujourd'hui, il y a des exploitations qui vont être par la force des choses obligées de supprimer l'ensilage par rapport à la conservation, par rapport à l'outil, par rapport à là. Et quand on voit la suppression d'ensilage, ce que ça génère en moins de productivité sur le plan herbager et ensuite sur le plan production, c'est démentiel. C'est vraiment un chiffre faramineux. C'est moins 30, moins 40% de produits en moins. Donc, quel est le scénario qu'on peut imaginer demain sur le département du Cantal entre les zones hautes à plus de 1000 mètres d'altitude et les zones basses? Après, moi, j'ai pas de réponse. J'avoue qu'après. Oui, il n'y a pas de réponse particulière là-dessus. Après, c'est vrai qu'en plus, ce que vous parlez aujourd'hui, malheureusement, nous, si on prend le département du Cantal qui est fortement impacté aujourd'hui par les ratopiers, forcément, je veux dire, c'est encore pire, quoi. Après, si vous ne faites pas de l'ensilage, et
il faudra bien le récolter. Donc, normalement, je pense qu'il. C'est moins 20% de moins de récolte de projet. Donc, moins 20% d'aliments. Ouais, vas-y. La clé reste l'autosuffisance fourragère et la qualité du fourrage qu'on récolte. Oui. Dans tous les cas, ça a toujours été ça et c'est toujours ça. Oui, puis bon, après, selon les systèmes, il y a des gens qui vont s'adapter, peut-être en réduisant justement leur achat, en réduisant le nombre d'animaux, selon les annuités qu'ils ont en face. Je veux dire, l'adaptation, elle va se faire, à mon avis, au cas par cas, quoi. C'est pas une globalité. Aujourd'hui aussi, ce qui va vous faire adapter, c'est les cours. Non, mais aujourd'hui, que ce soit en production laitière ou en production viande, c'est du numérique. 1 litre de lait, c'est tant de marque, 1 kilo de viande, c'est tant de marque. Donc, pour faire un revenu, c'est tant de litres, c'est tant de vaches, c'est tant d'hectares. OK? Mais pour faire un revenu chez vous et pour faire un revenu chez le voisin, c'est pas tant de vaches et tant d'hectares. Chacun est différent. Déjà, rien que la technicité, moi, d'une exploitation à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes résultats. La technicité, 2 exploitations identiques sur un même secteur, elle sera par le nombre de vaches, de toute façon, parce que ce sera la même marque des deux côtés. Pas par le nombre de vaches, parce qu'après, il y en a certains qui ont moins de vaches que d'autres et qui s'en sortent aussi bien que d'autres. Je veux dire, ça, c'est pas le nombre, c'est. À charge égale, à charge égale. On ne peut pas sortir, je pense. De toute façon, c'est une histoire de gestion, c'est toujours comment tu gardes tes intrants. Le gars qui a fait des camions derrière l'autre, ou qui Gère ses intrants, comment on commercialise ses animaux aussi. Hervé l'a dit, l'autonomie fourragère. Et l'autonomie fourragère, aujourd'hui, comment on la gère? Alors là, parce que la crise. Renvoyer la balle à des gens qui sont plus professionnels que moi, et c'est les collègues de la Chambre d'agriculture, qui sont plus sur la technique que nous, et qui, je pense, tout à l'heure, vous expliqueront un petit peu comment ils voient la chose, quoi. Hein. Effectivement, ça fait l'occasion d'une discussion du dernier intervenant, pour passer à Vincent Vigier, qui devrait. Voilà. On passera en piste technique, on va dire. Merci, Vincent. J'ai une question qui vient du chat, alors, qui est plus adressée pour le coup à Mme Cor. La position, alors je cite à la question, hein, mais du syndicat majoritaire sur l'éventualité du passage du micro-BA à 180 000 euros. Voilà. Je retranscris ce qu'il y a du chat. Ah ouais. Ouais, voilà. Non, mais on n'a pas. Pour le coup, voilà, ce qu'on veut dire, parce qu'ils entendent, c'est qu'à ce jour, on n'a pas forcément de position ou de réflexion là-dessus. Là, c'est comme partout, en fait. Je veux dire, chacun s'adapte, saisit une opportunité. Après, c'est sûr que si le micro-BA était à 180 000 euros, on aurait plus de possibilités d'adaptation. On est d'accord. Je disais juste que, effectivement, suivant les différents éléments qu'on a en notre possession, c'est un choix individuel de chacun. Et du coup, c'est à chacun de réfléchir, y compris peut-être avec son comptable, de savoir si c'est une opportunité ou si ça n'est pas une. Moi, j'avais juste une remarque par rapport à tout ce que vous avez présenté, que je trouve hyper intéressant, sauf que, à mon avis, ça reste à production constante. Et que ce que chacun faut mesurer aussi, mais après, c'est le travail de chacun personnellement, c'est de se dire, si je réduis mes intrants, c'est dans quelle mesure je produis la même chose ou dans quelle mesure ça a un impact sur la production, auquel cas ça change complètement. Oui, effectivement, vous avez raison. On est resté sur des niveaux de production constants parce qu'après, ça va être aussi un choix de l'agriculteur, soit de produire plus parce que les prix valent le coup, mais derrière, ça veut dire qu'il faut aussi savoir si je produis plus, à quel coût, et est-ce que ma production supplémentaire va être positive, quoi. Enfin, est-ce que ça va vraiment me rapporter ou est-ce que je produis mais pour rien rapporter ou est-ce que je produis au contraire et ça me coûte. Ouais. C'est pour ça que nous, on a fait le choix pour les simulations de rester sur de la production constante. Et c'est pour ça que nos scénarios ont leurs limites. Après, c'est plus vraiment dans le message qu'on voulait transmettre, c'est de vraiment d'aller jusqu'à calculer sa marge d'atelier. Et là, je pense qu'on est vraiment dans une conjoncture où il faut aller jusqu'à ce calcul-là et de mettre en face de la hausse des charges, la hausse de la production aussi. Je le répète, je parle pour le système laitier conventionnel et à l'étang. En bio, on sait qu'on est dans un tout autre contexte. Peut-être une dernière question avant de passer sur les pistes techniques.
Rien dans la salle, rien dans le chat non plus. Tout à fait, on avait... Alors, on avait juste voilà, quelques dernières diapos pardon, sur la trésorerie. Voilà, parce que je le disais, on est allé jusqu'à la notion de trésorerie et ce qu'on s'aperçoit, c'est que voilà, vraiment dans le scénario donc, qui nous paraît à l'heure actuelle le plus plausible, donc c'est ce premier scénario. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on soit sur des systèmes allaitants ou des systèmes laitiers, on a une trésorerie qui décroche. Qu'est-ce que j'appelle par décrocher? Ça veut dire que dans les deux cas, on aurait 5% de nos exploitations qui passeraient en trésorerie négative, c'est-à-dire qui étaient en trésorerie positive avant et qui passent en négatif. Donc c'est ce que je disais dans l'introduction là un peu plus tôt, c'est que c'est vraiment les trésoreries dans un premier temps qui accusent le coup, d'où l'intérêt derrière. Voilà, en étant producteur, d'évaluer son niveau de trésorerie et de pouvoir derrière réagir en fonction de ce niveau de trésorerie. Alors, on est bien d'accord, c'est pas d'adaptation à l'instant T, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête pour nos producteurs. C'est que pour pouvoir passer des à-coups comme ça, il faut derrière avoir la capacité financière de le faire. Donc, ça veut dire que ça se travaille un peu sur la durée quand même. Et donc, en fonction de sa situation de trésorerie, si on est plutôt bien dans le sens où voilà, on a une trésorerie qui est positive, supérieure à 3 mois de charge, derrière, c'est la question à se poser, c'est jusqu'à quand est-ce que je reste solide? Est-ce que je peux passer plusieurs années d'aléas conjoncturels ou d'aléas sécheresse? On l'a connu, hein. Là, on les cumule, il faut bien le dire. Et derrière, c'est aussi de la gestion d'investissement, sur investissement qui ne sont pas forcément nécessaires. Et derrière, c'est vraiment, peut-être aller jusqu'à de l'épargne de précaution à placer pour le ressortir le jour où j'en ai besoin. Si on est plutôt sur une trésorerie un peu dans le rouge, on a des résultats tout juste à l'équilibre, donc je couvre tout juste avec mon EBE, mes engagements financiers, mes prélèvements et mes prélèvements. Et du coup, derrière, il faut s'orienter un petit peu sur des leviers technico-économiques. Derrière, est-ce que ma stratégie peut-être est bonne d'exploitation? Mais surtout, analyser ces pratiques techniques, on l'a dit précédemment, ça se joue beaucoup sur des aspects techniques et voir quelle charge peut-être sur lesquelles je peux grignoter un petit peu et être un peu plus autonome. D'un point de vue financier, si on veut ramener de la trésorerie assez rapidement, c'est peut-être d'envisager un prêt court terme ou aller derrière négocier ces délais paiement fournisseurs ou raccourcir ces délais d'encaissement. Et ça peut être aussi de la décapitalisation, aussi éventuellement pour ramener de la trésorerie. Une dernière petite diapo pour vous dire, je l'ai précisé, mais c'est des scénarios qui ont été tracés avant ce qui s'est passé en Ukraine, et ce qui se passe en Ukraine, malheureusement, mais encore au présent. Alors, quel impact du coup sur les scénarios ça peut avoir? Au niveau du marché des grains, on l'a vu, les cours se sont envolés. Là, ils ont tendance à un petit peu plus se stabiliser, mais quand même sur des hauts niveaux. Mais derrière, l'impact, ça veut dire un impact sur le coût alimentaire qui devrait être un peu plus à la hausse que ce qu'on a mis dans nos prévisions. D'un point de vue de l'énergie, au niveau du marché de l'énergie et des engrais, derrière, c'est notamment l'impact sur le marché des engrais, puisque dans la fabrication des engrais, on utilise le gaz, le gaz est utilisé, et ce gaz, il provient du marché russe, malheureusement. Donc derrière, ça peut conduire à une hausse des prix, on l'a vu, et aussi potentiellement à des perturbations d'approvisionnement sur l'année à venir. Et donc ça peut poser question, notamment sur l'automne prochain. Voilà pour notre partie. Je ne sais pas si ça ramène des questions. Alors, je vais vous demander juste pour les interventions. Alors, on va perdre un peu en fluidité, je m'en excuse. On n'a qu'un micro qui fonctionne. Et on va se faire passer le micro, sinon les personnes en webinaire ne l'entendent pas. C'est pour ça. On va faire un peu en timing. J'aurais une question par rapport à la trésorerie. Est-ce que sont vraiment comptabilisées les avances de trésorerie sur les espaces? Est-ce que sont comptabilisées vraiment les dettes fournisseurs? Parce quand on voit aujourd'hui le nombre de fournisseurs se plaignent du non-paiement, se plaignent des retards de paiement, ça fait peur. Quand on a la banque, l'Assemblée générale de Crédit Agricole, qu'on a assisté, ils disent que la santé est bonne, la santé est peut-être bonne, mais est-ce qu'on signale vraiment toutes les avances de trésorerie, des aides PAC et voire plus? Quand on voit au sein des CUMA,
les délais de paiement des uns ou des autres, ça fait peur. Est-ce que le monde agricole est-il malade? Ou est-ce qu'on se rend malade? Ou est-ce qu'il faut vraiment dire la vérité aux gens? Parce que les chiffres, c'est une chose. Mais comme on les analyse, comme on les enregistre, on les fait parler ou on les fait taire. Alors, pour répondre à votre question, nous, la trésorerie, on la calcule, c'est nos dettes, nos réalisables et dispo moins nos dettes court terme, plus de nos dettes. Pardon. C'est notre réalisable et dispo moins nos dettes court terme, pardon. Donc, tout ce qui avance PAC, avance délai fournisseur, tout ça est inclus, nous, dans cette notion de trésorerie. Après, je suis d'accord avec vous, les chiffres, tout dépend de ce qu'on met derrière. Hein. Forcément, vous allez avoir des données différentes entre nous, entre le Crédit Agricole, entre n'importe qui, parce que derrière, tout dépend comment est constitué le panel et tout dépend comment vous allez calculer votre trésorerie. On voit les moments de facturation des uns et des autres. Oui, bonjour, Samuel Duquet, Crédit Agricole. Donc, je vais vous répondre parce que les chiffres qu'on produit, on a ceux de l'agriculture, on a ceux de l'agroalimentaire, on a ceux des coopératives d'écuma, comme vous dites. Et aujourd'hui, je vous le confirme, aujourd'hui, même si vous sentez un allongement des délais de paiement, le risque final n'augmente pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en agriculture, dans nos coopératives ou nos négociants agricoles, le risque n'augmente pas. Les dettes réparation matérielle chez les fournisseurs n'augmentent pas. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on suit, puisque voilà, on peut le dire, ce sont des éléments qui nous est demandés par le ministère, ce sont des éléments qui sont demandés par les préfectures, donc on est tenu de donner ces chiffres-là, et c'est des chiffres, c'est-à-dire nous, on n'intervient pas sur les chiffres, c'est-à-dire c'est des remontées automatiques là-dessus. Et le deuxième point, je voulais dire par rapport à la crise, voilà, pour vous dire, nous, la position, elle a été d'accompagner les coopératives et les négociants pour aller sur les marchés à terme, pour bloquer des couvertures, bloquer des prix, pour s'assurer qu'il y aura au moins de la fourniture à l'automne. Parce que au-delà du prix, on oublie de le dire, le prix est élevé, mais il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'offre et de demande à ces prix-là, ce qui est logique. Voilà, nous, on a obtenu à bloquer, à accompagner en trésorerie ce qu'on appelle en appel de marge nos clients pour qu'ils puissent aller chercher des volumes, au moins réserver des volumes pour l'automne. Voilà, parce qu'on parlait du coût de l'engrais, mais si on ne va pas bloquer aujourd'hui des commandes avec des acomptes, voilà, vous n'aurez pas d'engrais parce qu'au-delà du prix, il y a la problématique de la logistique, vous l'avez soulevé effectivement, ça va être un risque demain, ça va être l'aspect logistique, c'est comment on fait venir sur nos territoires l'aliment et comment on fait venir l'engrais. Après, on parlera du prix, c'est certain, mais déjà le faire venir, quoi, et le commander. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on en est là, on en est à ce point-là. On est aussi un peu plus optimiste aujourd'hui par rapport à la crise ukrainienne, pas sur l'aspect sociétal et le drame que c'est par rapport à la production agricole. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des stocks en Ukraine, il faut le savoir, il y a des stocks. Aujourd'hui, la problématique, c'est de dire, est-ce que les Russes vont se retirer rapidement pour qu'on remette sur le marché mondial ces stocks, ou à l'inverse, ils vont préempter ces stocks, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il devait y avoir des stocks, on ne sait pas s'ils ont vidé les stocks. C'est ça aujourd'hui. Parce que pour bien vous dire que à l'après-guerre, il y aura beaucoup moins de commerce avec les Russes et qu'eux, ils doivent chercher une autonomie alimentaire, ils doivent nourrir leur population. Et nous, on doit veiller à ce que le bassin méditerranéen ait à manger. Parce que c'est un problème mondial. Hein. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a nos préoccupations de charge. Il y en a, leur préoccupation, c'est déjà de manger. Et vous savez, le printemps arabe est né comme ça. Et la crainte qu'on ait à nouveau, c'est qu'on revienne dans l'histoire là-dessus. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des mécanismes mondiaux qui commencent à se mettre en œuvre pour stabiliser les cours, pour permettre à ces pays-là d'avoir accès à la ressource alimentaire. Donc on est plutôt optimiste par rapport à ça. Alors ça fait moins plaisir aux céréaliers ou à la production céréalière qui va se voir limiter et contraint le prix de vente. On va fausser un peu le marché. Et ça, c'est une obligation. Après, bien sûr qu'on a aujourd'hui beaucoup de nos agriculteurs qui viennent pousser la porte des agences pour savoir quelle stratégie on adopte. Est-ce
il faut déjà immobiliser de la trésorerie pour la campagne future. Aujourd'hui, ce n'est pas la position que l'on a. C'est-à-dire que nous, on veut d'un autre côté éviter la spéculation, mais de l'autre côté, on ne veut pas fausser l'offre et la demande en allant déjà aujourd'hui sur des marchés alors que ce n'est pas la période, même si j'ai bien conscience que vos vendeurs, vos négociants voudraient déjà que vous passiez des commandes pour pré-réserver, ça on l'entend bien. Voilà. Mais voilà un peu le tableau que l'on a. Après, ce ne sont que des perspectives qui nous sont données et qui vont évoluer au fur et à mesure de l'évolution du conflit et de l'évolution des produits pétroliers. Parce que, vous l'avez très bien dit, la Russie, ce n'est que le gaz. Hein. Il ne faut pas tout mettre sur la faute de la Russie. La Russie, c'est que le gaz. Le pétrole, c'est les pays de l'OPEP. C'est comment ils vont réagir pour augmenter la production, pour quelque part diminuer le coût logistique sur tout ce qui est le pétrole. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça, mais voilà, c'était pour vous donner des précisions par rapport à votre question, puis aller un peu au-delà sur la vision que l'on a. Et on est prêt, vous le savez, on le distribue à nos caisses locales, on est prêt à partager les informations qu'on a de macroéconomie avec bien sûr nos partenaires. D'autres questions dans la salle? Non. Alors j'ai une question, on va dire presque une remarque donc, dans le chat qui va peut-être d'ailleurs me faciliter la vie pour la transition. Mais on a quelqu'un qui nous disait, voilà, est-ce que, excusez-moi, est-ce que quelque chose est prévu pour justement faire augmenter les prix? Bon, on parle, je pense, de la vanne de la filière. Il y a des choses peut-être qui ont été faites. C'est des dossiers qu'il faudra suivre, dirons-nous. Et on a la deuxième partie qui nous dit et améliorer la technicité. Est-ce que l'amélioration de la technicité sur les exploitations va permettre, pourquoi pas, la réduction des coûts de production et des charges? Donc, ça me soigne la transition et je pense qu'on va passer maintenant donc, du coup, à la présentation de la Chambre d'agriculture sur alors, des conseils, du moins des pistes techniques. Hein. J'ai bridé un peu mes collègues qui, sinon, auraient intervenu pendant toute la matinée à 10 minutes. Donc, on ne pourra pas tout explorer. Mais en tout cas, on aura le plaisir d'être avec vous tout à l'heure autour du buffet aussi pour en rediscuter de nouveau avec vous. Donc, je laisse la parole à Christophe. Bonjour à tous. Donc, Christophe Chabalier, moi je suis conseiller en agronomie à la Chambre d'agriculture. Et donc, on a parlé de réduction de charges. Et bien, je vais essayer de vous expliquer qu'il y a la possibilité de faire des réductions de charges à l'échelle de l'exploitation, et notamment sur le poste fertilisation, puisque vous avez sur les exploitations, il y a du fumier, il y a du litier. Donc, il y a des choses équivalentes au meilleur engrais du commerce. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Donc, je vais intituler ça « Réduire sa facture d'engrais, c'est possible ». Donc, je vais revenir sur quelques éléments de contexte, le principe de la fertilisation et surtout axer mes propos sur la valorisation des engrais de ferme et vous exposer quelques leviers supplémentaires pour réduire un peu l'achat des engrais minéraux du commerce. Le contexte, on a commencé à en parler, hein, le prix des hydrocarbures atteint des sommets, la demande mondiale en engrais azotés s'emballe, les marchés des engrais flambent. Alors, juste un petit graphique ici pour vous montrer, alors c'est sur les dernières 20 années, l'évolution du kilo d'azote en rouge, kilo de phosphore en marron et kilo de potasse en vert. Si on regarde sur 2021 et 2022, hein, le kilo d'azote phosphore potasse en janvier 2021 était inférieur ou égal à 1 euro. Début mars 2022, on a atteint donc le kilo d'azote à 3,74 €. 2,05 pour le kilo de phosphore et 1,25 pour le kilo de potasse. Donc, face à l'augmentée des prix, hein, les agriculteurs français s'inquiètent et cherchent à réduire leurs charges. Alors, donc, les charges notamment concernant la fertilisation minérale, tout en préservant la rentabilité des exploitations, sans mettre à mal le potentiel de rendement des cultures. Alors, quand un agriculteur fertilise, il cherche à assurer la nutrition des plantes cultivées à tout moment de leur cycle pour atteindre des objectifs de rendement et de qualité recherchés. Alors, ça passe déjà par des besoins qui sont en fonction d'un objectif de rendement, d'un type de culture. Hein. Toutes les cultures n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et on va chercher, l'agriculteur va chercher à couvrir ses besoins par les fournitures. Alors, les fournitures déjà au niveau du sol, hein, il y a des réserves qu'il faut chercher à exploiter. Et puis par la gestion déjà de ce qu'il y a sur les exploitations, donc ce qu'on appelle les effluents organiques. Moi, je vais plutôt utiliser le terme d'engrais de ferme. Et si ce n'est pas suffisant, compléter éventuellement par l'achat d'engrais minéraux. Alors, si je m'intéresse plus particulièrement là, maintenant aux engrais de ferme, hein, ce sont des produits qui ont une double valeur agronomique. Déjà, un effet amendement organique et basique.
Donc, c'est constitué de matière organique d'origine animale, mélangée ou pas à de la litière. Hein. Ça peut être de la paille, de la sciure, des cocos. En tout cas, on a affaire à des produits qui présentent un mélange de nombreux types de produits acides, hein, donc, ou par destruction, enfin par dégradation qui vont générer de l'acidité dans le sol, et puis des produits basiques qui vont venir contrer ce phénomène d'acidité. La conséquence de tout ça, c'est que l'apport régulier de fumier ou de lisier permet de limiter le recours aux amendements calciques, hein, jusqu'à 20% des besoins en équivalent CaO. Dit autrement, c'est faire des économies sur l'achat de chaux ou de carbonate par exemple, déjà en utilisant ce qu'il y a à disposition sur les exploitations. Maintenant, ces engrais de ferme, hein, sont source d'azote, phosphore, potasse, pour ne citer que ces éléments-là, donc dans la nutrition des plantes. Donc, ça représente une grande diversité de produits. Hein. Vous avez du lisier pour certains, vous avez du purin, vous avez du fumier, vous avez du compost, vous avez des produits plus ou moins pâteux, vous avez pour d'autres du digestat, donc des produits plus ou moins faciles à pomper, plus ou moins faciles à épandre. Malgré tout, pour une exploitation avec un chargement moyen du GB hectare, bien réparti, les engrais de ferme permettent de couvrir jusqu'à 60% des besoins en azote, 75 à 85% des besoins en phosphore et potassium. Mais pour bien valoriser ces engrais de ferme, il faut connaître à la fois leur quantité, leur composition et le coefficient, enfin ce qu'on appelle le coefficient d'équivalence engrais. Qu'est-ce que ça vaut par rapport aux engrais du COPS? C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Déjà les quantités, donc cherchez à connaître un peu les quantités épandues à l'hectare. Pour ça, il faut chercher peut-être à peser le matériel d'épandage. Hein, quand vous avez ici donc une tonne à lisier, hein, qui est plus ou moins pleine, parce qu'on a des difficultés des fois à remplir totalement le tonneau, mais c'est bien de savoir un petit peu où on se situe en termes de quantité épandue à l'hectare. On peut, sur le même principe, faire une pesée d'épandeur à fumier. Ça, c'est peut-être quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie d'agriculteur. Une autre manière d'estimer les quantités épandues, c'est de mettre des bâches au sol ici, là, dans le cadre d'un épandage de fumier. Ces bâches couvrent une certaine surface, et après, il faut chercher à peser ce qu'on a sur la bâche. Et là, ça permet, là aussi, de déterminer un petit peu les quantités à épandre, qu'on a épandues. Autre intérêt de cette méthode-là, c'est d'avoir un échantillon sur la bâche qui est représentatif de ce qu'on a épandu en vue d'une analyse, par exemple. Donc là, maintenant, ces analyses vont nous permettre de connaître la composition des engrais de ferme. Alors, il faut savoir qu'on a affaire à des produits très variables d'une exploitation à l'autre. Hein, alors, les facteurs de variation, c'est le type de bâtiment, une tiers accumulée, paille-botti par exemple, les pratiques de l'éleveur, s'il paille beaucoup ou pas, les conditions de stockage, hein, si vous laissez un tas à la pluie pendant 6 mois, automatiquement vous avez des pertes en éléments, et puis le type d'alimentation des animaux. J'ai mis ici, hein, selon le type d'animal, 60 à 80% de l'azote et du phosphore ingérés, 70 à 90% du potassium ingéré se retrouvent dans les boues, enfin se retrouvent dans les déjections. D'où l'importance de faire des analyses de fumier, de lisier ou de compost en fonction de ce que vous avez. Alors là, je vous ai mis un exemple d'analyse, donc analyse de fumier de bovin, où on retrouve les valeurs azote, ici, azote total, azote ammoniacal, et puis ici, d'autres éléments mesurés, comme le phosphore, le magnésium, le potassium, le soufre, mais on pourrait chercher à analyser les oligoéléments, par exemple, enfin, tout un tas d'éléments. Il n'y a pas plus complet que les engrais de ferme. Si on se réfère à cette analyse, 20 tonnes de ce fumier épandu à l'hectare, c'est en kilo-hectare, 106 kg d'azote total, 2,2 d'azote ammoniacal, 41 de phosphore, 164 de potasse, 21 de magnésie et 32 de soufre. Si on n'a pas d'analyse à l'échelle de l'exploitation, on peut faire référence à ce qu'on peut trouver dans les bouquins, quoi, grosso modo, des références régionales ici, des références nationales. Références régionales qui ont été déterminées au travers d'essais qu'on a pu mener en collaboration avec d'autres départements. Ici, vous avez les teneurs en azote, phosphore, potasse, du fumier, du compost, du lisier qui a été testé ici en rouge dans nos essais. On voit que les fumiers sont proches des références nationales. Par contre, compost et lisier sont sensiblement inférieurs aux références nationales. Bon, c'est des résultats d'essais. Sur la composition.
Une fois qu'on sait à peu près combien on épand, à quel produit on a affaire, maintenant, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux engrais du commerce? Alors, on va s'intéresser d'abord à l'azote. Pour les engrais de ferme, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'azote rapidement disponible ou valeur efficace. Vous avez ici sur le graphique les différentes fractions d'azote qu'on retrouve dans les engrais de ferme, à savoir l'azote minéral, azote organique minéralisé dans l'année, et en violet, l'azote organique minéralisé les années suivantes. Toutes ces fractions, ça représente l'azote total du produit. Si on s'intéresse au fumier de bovin et lisier de bovin, on voit que ces fractions sont différentes et que le lisier est beaucoup plus chargé en azote minéral ou azote organique minéralisé dans l'année que n'est le fumier. Ça, dans la stratégie d'utilisation, si on veut valoriser au maximum cette fraction azote ammoniacale, équivalent à de l'ammonitrate, il va falloir chercher à utiliser le lisier au plus près de l'utilisation par la plante, et savoir en sortie d'hiver comment on le fait pour l'ammonitrate. Alors après, on a des outils de terrain qui nous permettent d'estimer cette valeur azote ammoniacale. Ici, par lecture directe sur une colonne d'eau, on arrive à déterminer en 5 minutes la valeur azote ammoniacale. C'est assez facile de le faire sur une exploitation. Là, une autre analyse d'engrais de ferme, enfin, en l'occurrence du lisier de bovin lait ici, où on retrouve ici la valeur azote ammoniacale équivalent à de l'ammonitrate. 1,6 kg d'azote ammoniacale par tonne de produit brut. Si on épand 30 mètres cubes de ce lisier à l'hectare, ben, c'est l'équivalent de 48 kg d'azote ammoniacale épandu à l'hectare. Dit autrement, c'est l'équivalent de 140 kg à l'hectare d'ammonitrate pour donc économiser à hauteur de 115 € l'hectare, si on prend les tarifs de février 2022 pour 1 kg d'azote à 2,40 €. Alors, les résultats d'essai montrent que malgré tout, en utilisant du compost ou du fumier, la nutrition azotée reste inférieure à l'engrais minéral du commerce. Donc après, ça veut dire qu'il faudra compléter un petit peu malgré tout, hein, si on veut maintenir les rendements. Donc ici, après, on a de 0 à 30 en fonction des pâtures extensives ou prairies en fauche tardive, 30-60 si on est un peu plus intensif, et 60-90 si on est sur des prairies temporaires récoltées en ensilage. Après, suivant la composition du mélange, s'il y a des légumineuses, on peut réduire ces apports azotés. D'autres données concernant nos essais, ce qu'on observe sur prairie, là, 1 kg d'azote, c'est à peu près 20-25 kg de matière sèche produite. Dit autrement, 40 kg d'azote hectare, c'est à peu près 0,8 à 1 tonne de matière sèche de fourrage à l'hectare. Si on convertit ça en euros, dans le contexte 2021, 1 € d'engrais azoté permettait de produire environ 3,5 à 4 € de fourrage. En 2022, 1 € permet de produire 1,5 € de fourrage. Ça, c'était pour l'azote. Pour le phosphore, grosso modo, après 1 an dans le sol, le phosphore apporté par les engrais de ferme est équivalent au meilleur engrais du commerce. Vous avez ici l'équivalence pour du fumier ou du lisier de bovin, c'est l'équivalent au meilleur engrais du commerce, superphosphate. Après, suivant le type de produit, lisier de porc ou fumier de volaille, on est sur des niveaux d'équivalence inférieurs. Pour la potasse, c'est une équivalence de 1 pour 1. Donc, il y a des économies à faire à ce niveau-là, en utilisant les fumiers ou lisiers. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au travers de nos résultats d'essai. Ici, je vous ai mis un graphique avec donc, une conduite compost 10 tonnes hectare, fumier 15 tonnes, du lisier peu dilué 20 mètres cubes hectare, comparé aux engrais du commerce. Et vous voyez les niveaux de nutrition, puisque là, on est sur des indices de nutrition, et sur des niveaux équivalents, hein, quel que soit l'élément, phosphore ou potasse. Alors, juste pour résumer un petit peu, hein, ici, je vous ai pris l'exemple d'une prairie qui est conduite en fauche tardive, hein, fauche foin plus pâture, qui contient des légumineuses avec apport régulier de fumier. On estime les besoins à couvrir en kilo hectare. Pour l'azote à 30, le phosphore à 35, la potasse à 80, magnésie ici puisqu'on l'a à 35 et en CaO 150 en calcium. Bon, on va s'intéresser à NPK. Là, on reprend le lisier qu'on a vu tout à l'heure, hein, au niveau de l'analyse, là, 30 mètres cubes du lisier, qui est un lisier plutôt peu dilué, on va dire. Et on voit qu'on couvre les besoins en azote ammoniacal pour cette prairie, en phosphore et en potasse. Mais ça permet de faire une économie sur l'achat d'engrais, donc au tarif février 2022, de 268 € de l'hectare.
Voilà, d'autres leviers pour réduire sa facture d'engrais, ben, c'est de remettre dans la rotation des légumineuses, hein, puisqu'on sait que les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Donc ici, en mélange métail sur des prairies multi-espèces, par exemple, à base de trèfle violet ou luzerne, ou des luzernes pures, pourquoi pas. Quand on a fait les cibles, on y reviendra. Oui, mais on va en parler après. C'est utilisé, pardon, non mais on posera les questions juste après. C'est utiliser de nouveaux repères. Hein, donc on a un programme qui a fait 3C pour adaptation des pratiques culturales au changement climatique. On a l'info-prairie qui est diffusée donc, par mail dans l'Union ou d'autres moyens, Facebook. On peut faire référence donc à des documents comme le guide de fertilisation régionale, des outils comme mes parcelles. On peut travailler sur l'épandage, hein, les conditions d'épandage, les périodes d'épandage, adapter les équipements pour avoir une meilleure répartition des produits. Et puis se former, être conseillé, se faire accompagner hein, par les services de la Chambre d'agriculture. On a vu l'intérêt de faire des analyses des fumiers lisiers, les indices de nutrition, il y a d'autres analyses possibles, les analyses de terre, les reliquats sortis hiver. Enfin, on est là pour aider les agriculteurs à raisonner leurs apports. Voilà, merci. Je vais prendre les questions. Il y a des questions dans la salle, dans le chat. Je pense que Christophe, l'essai qui avait été fait sur Sodec par rapport Je pense que l'essai qui avait été fait sur Sodec par rapport à la valeur des fumier, on n'avait pas mis en avant les analyses de fourrage. Et comme cette année, on a des analyses de fourrage qui sont vraiment très, très basses, entre 15 et 20% d'une année normale. Est-ce que les valeurs du fumier, elles seront identiques? Parce que ça aurait été bien, parce que on voit bien que la valeur des fumiers, c'est vraiment en fonction de la valeur du fourrage. Oui, comme je l'ai dit, hein, c'est fonction de l'alimentation des animaux. Effectivement, si les fourrages sont un peu moins chargés en éléments, automatiquement, ça va avoir peut-être une conséquence. Alors après, mesurer la conséquence, là, c'est là que j'aurais du mal à vous dire, mais c'est sûr que ça peut impacter. D'où l'intérêt, encore une fois, de faire des analyses. Alors, il ne s'agit pas d'en faire tous les ans, hein, mais c'est vrai que de temps en temps, voir un peu où on se situe, c'est peut-être à faire. D'autres réactions? Non? Rien pour rien du côté du webinaire? Bon, merci Christophe. Bon, je ne peux plus vous le cacher, c'est affiché à l'écran. On va laisser la place à Yann pour voir s'il est possible et quel levier pour essayer d'atténuer un peu la hausse des carburants. Bonjour à tous, donc Yann Bouchard, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture et on va parler ensemble pendant 10 minutes des leviers pour atténuer la hausse du carburant. On va parler d'atténuation partielle, malheureusement pas d'atténuation totale, parce que vu les hausses, une atténuation totale, ça voudrait dire consommer 2 à 3 fois moins. Alors je vais vous présenter des leviers, mais malheureusement ils n'atteindront pas ces niveaux-là. Et je voudrais, avant de commencer, Robert. Okay. Remettre en perspective, oui, mon intervention par rapport aux interventions de mes deux collègues Christophe et Vincent, qui ont plutôt une intervention en lien avec l'autonomie alimentaire et l'autonomie fourragère. Alors la perspective, c'est que le carburant, par rapport au coût de production, c'est 3% de votre coût de production si vous êtes en lait, 4% si vous êtes en bovin viande. L'autonomie alimentaire, la charge alimentaire, c'est plutôt 15% du coût de production. Donc, certes, c'est impactant. En plus, ça se cumule avec d'autres hausses de charges, mais il faut garder quand même une mesure. Et je voulais aussi vous signaler ça parce que les leviers que vous allez mettre en œuvre, il ne faut pas qu'ils soient mis en œuvre au détriment d'autres choses. C'est-à-dire, je pense qu'il faut éviter de se dire ça consomme du carburant de faire des céréales, du coup, j'arrête de faire des céréales cette année. Ce serait une erreur stratégique importante. Voilà, ceci étant dit, donc on commence par rapport à ces leviers-là. On prend la même courbe que Christophe, hein, ça nous choque tous. Donc, du prix des carburants du GNR qui augmente de façon démesurée. Les questions à se poser, est-ce que c'est plutôt du court terme ou est-ce que c'est plutôt du long terme? Et j'ai tracé un petit peu mon intervention par rapport à ça.
avec des leviers qui répondent plutôt sur le court terme, faciles à mettre en œuvre, et des leviers où on se dit, ça va durer. Du coup, il faut que j'adapte mon exploitation, peut-être sur des décisions stratégiques qui sont plus lourdes à mettre en œuvre, mais qui auront un effet sur du plus long terme. Donc voilà, je vais commencer sur tout ce qui est facile à mettre en œuvre sur le court terme. La première chose, ceux qui sont au webinaire l'ont compris, c'est de se dire, avant d'utiliser un moteur, je me pose la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Alors autant dans nos déplacements professionnels à nous, c'est facile, autant à l'échelle d'une ferme, ça peut être un peu plus compliqué. Malgré tout, il y a quand même des possibilités. Et les possibilités, elles sont illustrées là. C'est comparé sur un essai d'Arvalis, un itinéraire technique d'implantation des céréales avec un labour et un itinéraire technique avec une technique sans labour. En l'occurrence, c'est 1 à 2 passages de cover crop avec un semis, avec un semoir en combiné. Ce qu'il faut bien retenir, c'est 1 à 2 passages. Est-ce que le deuxième passage est nécessaire ou pas? S'il n'est pas nécessaire, je ne le fais pas. Et du coup, dans cette technique simplifiée, sans labour, c'est quand même 27% de carburant en moins. Donc, voilà, même sur une exploitation, se poser la question, le tracteur, je l'utilise ou je ne l'utilise pas, c'est déjà un premier levier. Si je l'utilise, il y a des questions à se poser. Et beaucoup de questions à se poser, beaucoup de leviers. Le premier, c'est le réglage du moteur. Quand on passe les tracteurs au banc d'essai, ça s'est fait déjà sur Saint-Flour, on s'aperçoit que 10% des tracteurs testés consomment 20% de GNR en plus par rapport à ce qu'ils devraient. Par rapport à des problèmes de mauvais réglage, d'usure, de problèmes de carburation. Donc, entretenir correctement son moteur, voire le passer au banc d'essai, c'est un premier levier. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses qui comptent. La répartition des masses, trop lesté, c'est dépasser du poids pour rien. Pas assez lesté, c'est s'exposer à du patinage. Du coup, devoir faire plus de linéaire par rapport à la même surface exploitée. La pression des pneus, donc vous avez une petite illustration avec un pneu qui est surgonflé, un effet brouette dans un tas de sable. Donc, on a à lutter contre une pente en fait, quand on travaille dans la parcelle, ce qui n'est pas le cas sur un pneu qui est plutôt en pression basse. Et enfin, avoir une conduite adaptée. Donc, la conduite adaptée, c'est quoi? C'est utiliser le tracteur à l'optimum de ses capacités. Et pour ça, il faut connaître les plages d'utilisation qui le permettent. Alors, en préparant ce travail-là, je l'ai fait avec un formateur en machinisme, je me suis aperçu que c'était vraiment une affaire de spécialiste et qu'il y avait beaucoup de choses à prévoir. Et du coup, ce qu'on vous propose, je vais vous passer un tract à la fin de mon intervention, ce qu'on vous propose, c'est de participer, si vous êtes agriculteur, voire de conseiller vos ressortissants à le faire, de participer à une formation éco-conduite. Donc, ça va avoir lieu sur l'ensemble des secteurs du département, probablement à l'automne, avec passage du tracteur au banc d'essai et ensuite une formation en fonction des résultats de son tracteur, comment on l'utilise dans l'optimum de ses capacités. Donc voilà, je vous passerai le tract dès que j'aurai fini. Ça fera la transition entre les deux intervenants. Donc, j'utilise mon tracteur, il est bien réglé, bien utilisé. Ensuite, je raisonne le couple outil-tracteur. Donc ça, on le voit beaucoup en grande culture. Là, j'ai essayé de vous l'illustrer plutôt en élevage, en mettant des outils qui sont utilisés en élevage, en bâtiment, mélangeuse, le chargement, la pailleuse, et en montrant que quand on augmente de 20 chevaux la puissance nécessaire, la puissance minimale nécessaire, on va dire, on augmente de 5 à 10% la consommation pour faire le même boulot. Quand on surdimensionne le tracteur par rapport au strict nécessaire de 40 chevaux, on augmente la consommation de 11 à 20%. Donc, bien raisonner l'utilisation du tracteur en fonction du travail que je vais en faire, c'est un levier. Et ensuite, les réglages. Une illustration aussi avec un cultivateur lourd. Travailler à 2 cm de plus, c'est 30% de consommation en plus. Donc voilà, avoir ces éléments-là en tête qui seront également abordés lors de la formation. Là, on est sur le facile à mettre en œuvre, mais ça nécessite quand même de changer des habitudes. On sait bien que ce n'est pas facile, mais c'est plus facile à mettre en œuvre. Si on rentre un peu plus sur du stratégique, et là on pourra faire le lien avec la personne de la DQMA qui va intervenir, c'est si j'ai renouvelé mon matériel, comment je prends en compte la consommation. En premier lieu, c'est quel est le besoin en puissance, de quel nombre de chevaux j'ai besoin. Et avoir en tête que que plus la puissance est élevée, plus ça consomme. Du coup, si on peut confier quelques travaux les plus exigeants en puissance à des entreprises, voire au tracteur de la CUMA, ça peut être un moyen pour, au final, avoir un tracteur peut-être un peu moins puissant sur l'exploitation
et s'économiser, vous voyez, on passe de 15 à 18 litres pour 30 chevaux de plus, de s'économiser 3 litres sur les travaux courants, 3 litres sur les travaux courants sur 500 heures en moyenne, ça fait quand même 1500 litres, multiplié par le prix du carburant aujourd'hui, vous voyez ce que ça peut vous laisser à la fin de l'année. Et ça peut payer tout ça des travaux d'entreprise ou de clients. Quand j'ai visé au plus juste au niveau du besoin en puissance, c'est ensuite intégrer la consommation de l'outil dans son choix. En préparant l'intervention, j'en ai discuté avec un constructeur qui me disait le tracteur, globalement, c'est à peu près pareil à 1 litre près. Bon, 1 litre près, c'est quand même 500 litres à la fin de l'année. 500 litres par le prix du carburant, encore une fois. Vous voyez ce que ça représente. Et quand on creuse un peu, ce n'est pas tout à fait 1 litre. Sur des tracteurs testés en 2017, des 110 chevaux, on allait de 15 à 19 litres, le plus performant au niveau consommation, au moins performant au niveau consommation. Ça fait quand même 4 litres d'écart, fois 500 heures, encore une fois, vous voyez ce que ça représente. On est plus sur du stratégique, là, du coup. Pour aller encore un petit peu plus loin sur le stratégique, et c'était le sens dans lequel je voulais préparer mon intervention dès le début, c'était de se dire, il y a des systèmes qui sont probablement, des systèmes d'exploitation qui sont probablement gourmands en énergie. Les systèmes où on fait plutôt du lait à loge, par exemple, par rapport à du lait à la pâture. Et du coup, ces systèmes-là, ils sont peut-être à se poser des questions dessus. Du coup, j'ai pris l'ensemble des fermes qu'on suit en réseau, en bovin-lait, fait le même travail en viande, on arrive aux mêmes conclusions. Je les ai alignés ici. J'ai mis ici le nombre de mégajoules, donc c'est l'énergie consommée par l'atelier. Alors en énergie directe, c'est-à-dire génère vous consommez, l'électricité que vous consommez, mais aussi quand vous faites venir de l'engrais ou quand vous faites venir d'aliments. Donc ici, on a de l'énergie, mais ramenée au 1000 litres de lait produit. Pourquoi le ramener au 1000 litres de lait produit? Parce que c'est au final ce qui nous permet de payer cette énergie-là. Et les couleurs représentent les systèmes. Alors les systèmes violets et jaunes, c'est des systèmes qui font plutôt du lait à loge. Maïs possible, maïs favorable. Et les systèmes verts et bleus, c'est des systèmes qui font plutôt du lait à la pâture. Honnêtement, je m'attendais quand même à avoir les herbagers en premier. Et surprise, du coup, les systèmes lait à loge, on en a qui sont tout aussi performants. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là, c'est des systèmes qui sont quand même relativement intensifs. Ils optimisent les choses. Quand ils sortent le tracteur, ce n'est pas pour rien. Et du coup, derrière, quand ils vont dans les parcelles, il y a du tonnage. Quand il y a du tonnage, il y a du lait qui permet de payer les charges. Du coup, alors bien sûr, ce n'est pas non plus pour vous dire allez tous sur des systèmes maïs à loge. Mais c'est pour se dire qu'un système, s'il est optimisé, pourrait être tout aussi efficace si c'est pour faire du lait à loge que si c'est pour faire du lait à la pâture. Et on le prouve, hein. Vous avez ici 2 systèmes lait à loge, vous avez ici 2 systèmes lait à la pâture. Donc changer complètement de système, non. En revanche, optimiser son système, oui. Je vous l'illustre. Certains circolétrants, du coup, puisque c'est un chiffrage que j'ai fait sur une ferme que j'ai en suivi réseau. Alors c'est un système qui est pâturant, et on s'est aperçu qu'entre 2 campagnes, il y avait une mise à l'herbe anticipée de 20 jours. Cette mise à l'herbe anticipée, on a chiffré, et on s'est dit, qu'est-ce que ça a permis de gagner? Ça a permis de gagner 10 tonnes de paille, ça a permis de gagner 9 heures de tracteur qui a tourné avec du GNR, ça a permis de gagner 15 heures de boulot, ça a permis de gagner 27 tonnes de fourrage récolté qui n'ont pas été utilisés du coup. Et ça, c'est 2 € par jour et par UGB. Donc il y a vraiment des économies à faire sur en optimisant les systèmes pâturants. Quand c'est possible, bien entendu. Mais quand c'est possible, il ne faut pas hésiter. Et pour aller encore un peu plus loin sur l'aspect structurel et sur l'aspect stratégie, on peut aussi agir sur sa structure foncière. Bien sûr, ça c'est du long terme. Bien sûr, c'est difficile à faire. En revanche, il y a un vrai enjeu. Et on peut vous accompagner sur cet enjeu-là. Ça s'est déjà fait sur le secteur Saint-Flour, sur l'Orsière, si je bonne mémoire, où il y a eu des échanges parcellaires qui ont permis de restructurer certaines exploitations. Alors, quand je vous dis l'enjeu est fort, je vous l'illustre. En GNR, 20 à 25% des consommations, ça se fait lors des déplacements. C'est du non-travail. Une parcelle de culture, une parcelle de céréales, c'est en gros 80 litres par hectare de GNR. C'est aussi 12 à 13 déplacements de matériel par campagne. Si vous allez à 5 km, c'est 40 litres de GNR. Donc, pour faire 1 hectare de céréales qui va me consommer 80 litres, je suis susceptible, si j'ai qu'une parcelle à 5 km, d'en consommer 40 sur la route. Et ça a été vérifié par divers projets. 24 points d'écart de consommation de carburant avec un parcellaire qui est plutôt très groupé comparé à un parcellaire qui est très éclaté. Donc, agir sur la structure foncière,
c'est un levier par rapport aux économies de carburant possibles. En synthèse, piloter sa consommation, c'est je raisonne l'utilisation de mon tracteur, je l'utilise à bon escient, si c'est nécessaire. Je le connais, je sais comment il fonctionne, il est bien réglé, bien entretenu, bien piloté. Et du coup, si vous estimez que c'est nécessaire, on vous accompagne là-dessus, je vais vous passer des tracts pour suivre la formation éco-conduite. Quand la question se pose, je choisis un tracteur qui est adapté à mes besoins, j'intègre la consommation dans mes critères de choix et voilà, j'adapte mon parcellaire pour demain. Voilà les différents leviers que je voulais évoquer avec vous. J'espère qu'ils vous seront utiles et je suis dispo s'il y a des questions. Et je vous passe du coup les tracts. N'hésitez pas à les diffuser dans vos structures et à venir vous-même si vous le souhaitez. Des réactions dans la salle? Non, dans le webinaire non plus. Après, on aura l'occasion de toute façon d'en rediscuter à la suite des interventions. On clôture sur le carburant, pas de réaction. Bon, je vais du coup laisser la place à Vincent Vigier, donc toujours dans la chambre, qui va avoir fort à faire. Bonjour à toutes et à tous. Attendez, je fais un petit essai avec le Bluetooth là. Ok. Ça marche derrière. Ouais, c'est bon. Donc, je m'appelle Vincent Vigier, je suis conseiller en agriculture biologique et agronome. Alors, vous allez le sentir dans mon approche sur l'autonomie alimentaire. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, en tout bien tout honneur, moi je commence par les prairies, c'est pour ça que je tiquais avec les collègues du CERF France, parce que quand vous compariez les systèmes 100% herbagés avec les systèmes d'agriculture et vous arriviez à la même conclusion, moi sur le terrain, je trouve que les prairies, je ne vais pas faire tapis mougeot, mais c'est plus ce que c'était. Si on repart sur la dernière vague de campagnols de 2016, qui avait mis les prairies du département à feu et à sang, on a enchaîné très vite en 2018, 2019, 2020 avec des sécheresses carabinées. Et là, on est en train d'enchaîner avec 2020-2021 avec une vague de campagnols qui, j'espère, va s'arrêter en 2022. Enfin, tout ça pour vous dire que 10 ans d'aléas climatiques, sécheresse, campagnole, ça vous met des prairies à zéro. Alors, quand je dis des prairies à zéro, vous avez des prairies qui, effectivement, quand on prend sa voiture sur le bord de la route, on dit sévère, ça repousse, ça reprend. Mais quand on foule les prairies, on se rend compte que c'est fait par des indésirables, ce qu'on appelle des prairies qui sont des graminées annuelles, qui sont les premières à recoloniser, des prairies un peu rastaquaires, là, des actinidifeuilles, enfin je ne vais pas vous détailler tout ça. Mais en fait, la productivité des prairies a énormément chuté en 10 ans. J'ai envie de dire, je ne vais pas faire un oiseau de mauvaise augure, mais ce n'est pas fini. Parce que le changement climatique, on va se le prendre de manière violente. C'est pour ça que je fais le lien entre culture de céréales, autonomie alimentaire, mais aussi autonomie fourragère, parce que la céréale, elle peut avoir une double utilisation. Elle peut être, bien évidemment, moissonnée et produire de la paille et du grain, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais si ça tourne mal, comme un peu ce printemps qui sent pas très bon, avec des coups de froid, un printemps sec, si jamais il pleut pas de manière correcte, parce que là c'est de la rigolade, si à partir du 7-8 mai, il n'a pas plu comme il faut, moi je suis producteur, j'ai des bêtes à nourrir, il est fort possible que j'enrubane, j'ensile des céréales ou des métailles, parce que ça sent pas très bon. Voilà. Donc la céréale, elle peut avoir aussi ce double effet de tampon, renforcer l'autonomie alimentaire quand l'année climatique est bonne, et vous servir de tampon fourrager. C'est pour ça que je l'aborderai les deux. Alors, 1 hectare de céréales, comme je suis en bio, ben c'est marrant parce que moi je suis des fermes du réseau comme mon collègue Yann. Depuis 10 ans, il y a des fermes en bio sur l'ensemble du réseau Massif Central. Elles font 35 quintaux de rendement et en gros 3 tonnes et demi de paille. Et les collègues du conventionnel, moyenne 10 ans, elles font 50 quintaux et 4 tonnes et demi de paille à l'hectare. Donc quand on connaît, je vous ai pris les tarifs qui sont des tarifs avant la hausse des coûts de production, on n'est pas loin de 220 € tonne. Je sais pas, actuellement un blé conventionnel il est à 400 balles et 4 tonnes et demi de paille à 110 €. Là c'est pareil, il faut s'attendre à une inflation de la paille. On sait que déjà de toute façon les hauteurs de paille, elles en ont pris un coup. Les zones céréalières sont sèches, donc on n'aura pas des hauteurs de paille extraordinaires. Il faut s'attendre à payer de la paille
peut-être plus cher que ce prix-là. Si jamais vous ensilez ça de manière précoce, de toute façon, il n'y a pas de... Vous savez, en biologie, rien ne se perd, tout se transforme. Quand vous faites 50 quintaux de grains et que vous faites 4 tonnes et demi de paille, vous avez une biomasse qui est aux alentours de 7-8 tonnes. Donc, si jamais ça tourne mal, vous êtes toujours en capacité d'aller ramasser 8 tonnes de matière sèche, qui peut quand même bien vous arranger au niveau des équilibres de stock. Et puis après, vous lancez une prairie temporaire. Moi, je ne suis pas un fanat du travail du sol et de l'implantation de prairies, mais il faut reconnaître que quand vous avez des prairies qui se régénèrent plutôt mal que bien, non seulement vous perdez du rendement, mais en termes de qualité fourragère, vous perdez énormément. Alors, quand on parle d'autonomie fourragère ou d'autonomie alimentaire, le fait de ramasser des UF et des PDIN par l'herbe ou par les fourrages, c'est toujours ça d'économiser par rapport à l'achat de concentré. Donc, une prairie temporaire qui vient dans la rotation. Et puis, c'était ce que disait Yann, on peut tout à fait, c'est pas parce qu'on parle céréales qu'on parle charrue. On peut tout à fait travailler avec des cover crops. On a des zones du département. Il y a le Haut-Césalier vers Allange qui travaille avec des cover crops. Il y a la région de Pierrefort qui travaille avec des cover crops. On n'est pas obligé d'attaquer une charrue à soc et de remonter les tiers. Gros mot de ma part, on peut même utiliser le Roundup et travailler en SMIC direct. Ce n'est pas une aberration totale. Ouais. Le Césalier ou Pierrefort, il y a déjà la charrue dessous. Ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, les ratopiers ont fait l'effet rotavator. Donc voilà pour le bilan des céréales. Et alors maintenant, je vais vous situer les céréales par rapport aux deux grandes productions dominantes, le bovin lait et le bovin viande. Alors j'ai repris les travaux des collègues des services références. Donc en bovin viande, on a ce qu'on appelle des K-types. Alors ça va Aubrac, Salaire, Limousin, je vais mettre tout le monde d'accord. On peut avoir des différences de prix du broutard, mais quand on regarde les équilibres système, eh bien, on est pareil. C'est-à-dire que vous avez un Aubrac qui est plutôt un Aubrac granitique séchant, donc vous faites 0,6 UGB, vous êtes bon. Et puis on peut avoir des systèmes salaires qui se font plumer au niveau de la vente du broutard, mais qui se rattrapent en termes de qualité des herbages, de chargement et de coût de production. Bon, des systèmes Limousin, je dirais qu'ils sont intermédiaires. Quand je regarde un petit peu la marge brute des systèmes allaitants, donc de toutes les fermes de référence, j'arrive à 550 € hectare pour 1 UGB hectare de chargement corrigé. Alors, chargement corrigé, c'est le chargement réel, moins les mises en pension, parce que c'est très fréquent chez nous, moins les achats de fourrage, voire des fois les achats de luzerne déshydratée ou de produits un petit peu de substitution, mais qui servent aussi à du fourrage. Mais globalement, la plupart des systèmes allaitants sont à 1 UGB de chargement corrigé. La marge brute, 550 €. Deuxième palier, j'arrive avec mes céréales. Le bio à 35 ou la conventionnelle à 50 quintaux, 750 balles de marge brute. Et alors, je parle même de marge directe en céréales. Alors, je m'explique sur la marge directe. Ça comprend les frais de mécanisation et les frais de mise en boudin, parce que j'ai pris l'hypothèse que je m'adresse à des éleveurs 100% herbagés qui se disent « Oh là là, la céréale, c'est compliqué, il va falloir que je laboure, il va falloir que je stocke ça dans les cellules, que je ventile. » Vous avez beaucoup maintenant d'entreprises qui quadrillent le département, qui arrivent avec une boudineuse, ils vous prennent 30 € la tonne stockée en boudin, c'est concassé, mise en boudin, prêt à l'emploi. Donc j'ai pris cette hypothèse pour arriver à cette marge. Et puis après, on a les systèmes laitiers. Donc là, j'ai pris quelques cas types à 5000 litres de densité de lait hectare, qui sont la plupart des systèmes du département. Et j'arrive à une marge brute de 1000 € par hectare de surface fourragère, sachant que les laitiers, on peut avoir, comme le disait Yann, des systèmes très performants où on est à 8000, 9000 litres de l'hectare. Et là, on est plutôt à 1500 balles de marge à l'hectare. Alors, tout ça pour bien vous montrer ces trois grands équilibres, hein, les bovins, la céréale et les systèmes laitiers. Alors, c'est toujours périlleux d'attaquer des marges brutes par hectare, c'est toujours un peu glissant, mais c'est surtout pour marquer les esprits, vous allez voir la suite de mon topo. Alors, ça c'est la marche arrière. Là, je suis pas bon en fait. Je suis pas bon, j'ai jamais été bon dans les manœuvres. Hein. Allez, c'est parti. Il faut viser là. Voilà. Alors, le plus difficile, quand on est éleveur, c'est d'accepter de baisser les UGB. Quand on est, vous avez vu, quand on est éleveur allaitant, quels que soient les systèmes, quelle que soit la race, j'ai envie de dire, on ne perd pas d'argent si on remplace 1 hectare de prairie ou 1 hectare de surface fourragère par 1 hectare de céréales. C'est garanti.
Le plus dur, c'est de dire, bon, je vais mettre en place 5 hectares de céréales, ça veut dire qu'il faut que je vire 5 hectares de prairies et 5 UGB. Donc, il faut choisir, déjà peut-être commencer à regarder dans ses effectifs s'il n'y a pas des fois des animaux un peu improductifs qu'on garderait. Bon, après, c'est d'autres choix. Après, il ne faut pas avoir peur non plus de déléguer des travaux. Il ne faut pas s'en faire une montagne. Dire, putain, si je n'ai pas tout le matos, je ne me lance pas. Il y a de plus en plus de TA, super bien équipés. J'avais des voisins qui sont aussi souvent des as du volant et du travail du sol. Il faut compter dans les 270 €. Alors ça, c'est tarif plutôt septembre, hein, avant la hausse. C'est clair que les EPA vont répercuter la hausse du carburant. Mais bon, allez, comptez 300 € et vous déléguez labour plus combiné air rotative à 300 balles, ils vous font le boulot. Et puis, comme je vous disais, il ne faut pas non plus faire une montagne en disant, moi, si je n'ai pas les cellules ultra modernes, je ne me lance pas. Ça coûte 30 € de stocker une tonne de grains. Alors, j'en ai terminé. Donc, moi, la discussion que je voulais avoir avec la salle ou avec le webinaire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de développer la céréale. C'est, à mon avis, un levier. Quand je dis céréales, ça peut être du métail, parce que vous pouvez mettre une ou plusieurs céréales. Vous mettez 20 kg de poids. Si ça tourne mal, vous ramassez quand même une plante entière qui a de la qualité. Si ça tourne bien, mais vous ramasserez le poids que vous pouvez. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de lancer des céréales. On est vraiment en dessous des besoins. Pour mémoire, le département du Cantal, 380 000 hectares. Vous avez 20 000 hectares de culture. On est à 95% spécialisé en herbagers. Et climatiquement, l'herbe, elle n'est pas forcément la mieux taillée pour affronter des sécheresses printemps, été. Et la céréale, à contrario, elle fait son cycle automne, début de printemps. À partir du 15 mai, c'est gagné. Alors que la prairie, elle a encore un mois et demi à tirer pour exprimer tout son potentiel. Donc, n'ayez pas peur d'installer des cultures annuelles. Je ne dis pas qu'il faut labourer tout le pays, mais ça va vous apporter de la diversité, de l'autonomie alimentaire et une sécurité fourragère parce que le cycle n'est pas le même que la prairie. Voilà, merci de votre attention, vous avez été très sage. Allez, il y a des questions à ça. Je fais le taxi du micro. Alors, en premier, à gauche, ensuite j'ai vu une main se lever. Oui, une très belle intervention. À ce sujet-là, je félicite très bien l'intervention de là. C'est vraiment du concret. Mais par contre, aujourd'hui, on se trouve sur une zone où on est en zone Natura 2000 où on n'a pas le droit de labourer. Donc, faire de la céréale, même en semi-direct, on fait comment? Parce qu'on n'a pas le droit de changer la végétation. Mais vraiment, pas le droit. Il n'y a que le rat qui a le droit. Je suis d'accord avec vous, c'est une aberration totale. Oui, alors. Sinon, parlez fort. Hein. Donc, pour compléter les propos de Gilles, ah non, il ne faut pas parler fort. Pour compléter les propos de Gilles, donc pour compléter les propos de Gilles, Gilles a parlé de zone Natura 2000. On peut également parler des prairies sensibles. On est aujourd'hui sur le grenier à grains du département qui était la région de la planète. Il vient d'y avoir une prise de conscience avec notamment l'Ukraine, nos dirigeants, quelque part de dire qu'il faut faire marche arrière sur les jachères. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre département, nos différents responsables ne pourraient pas s'emparer du sujet et auprès du ministère intervenir, puisque je pense que au moment où on est de l'adaptation climatique, on va tous être confrontés demain. Le besoin, l'intérêt de la céréale, vous l'avez démontré, je pense pour un bon nombre d'entre nous, on en est convaincus. Mais malheureusement, on est bloqué à des restrictions liées à des non-retournements des zones Natura 2000, des prairies sensibles. Alors, je veux bien entendre le lobby écologiste, il faut ne rien faire, rétro-pédaler, peut-être même investir dans la dynamo, mais je crois que ce n'est pas d'actualité. Quand on voit ces mêmes lobbies qui sont capables d'arrêter des trains et de déverser le contenu sur les rails, je trouve ça grave. Et il est plus que temps que la profession s'empare du sujet et réagisse.
Alors, j'ai retrouvé le micro, ça m'arrange même pour ma voix. Du coup, je laisse la parole à Mme Caen. Alors, juste par rapport à l'intervention sur les prairies sensibles, sur les zones Natura 2000, alors effectivement, je ne vais pas dire allez-y retourner, parce que je ne suis pas en capacité quelque part à porter seule la responsabilité de ça. Par contre, c'est une démarche qu'on fait régulièrement auprès des autorités, qu'on a encore refait il n'y a pas longtemps, et où effectivement le mot d'ordre du syndicalisme est plutôt de dire allez-y retournez suivant les besoins. On n'est pas dans la logique de dire pour retourner toute la planète, c'est pas ça. Mais effectivement, il faut que les gens puissent vivre. Et on entend bien que effectivement les râteaux-pieds, ils s'en foutent pas mal de savoir si c'est en prairie sensible ou si c'est en zone Natura 2000. Donc, on part de la logique qu'il faut que les paysans puissent vivre de leur métier, que ça passe par de l'autonomie fourragère, et que effectivement là où il faut labourer. Que peut-être on se dit que c'est la bonne année, en tout cas pour faire une épreuve de force, parce qu'à un moment, il faut aussi que nos politiques, alors j'en profite, il y en a peu, mais il y a au moins une personne qui peut faire le relais, je sais qu'elle le fait, mais c'est ce qu'on dit vraiment, c'est le moment de faire la démonstration que ce qu'on demande, c'est pas irréalisable et c'est vital pour des régions comme les nôtres. Parce que quelqu'un a planté, entre guillemets, des prairies sensibles sans rien nous demander et que du coup, on pourrait plus rien faire. Alors, on a juste envie de leur dire à tous ces gens-là que, effectivement, si on a un département qui est comme il est, s'il respecte l'environnement autant qu'il le respecte, c'est qu'avant tout, il y avait des hommes et qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et que c'est pas parce qu'on va aller gagner un peu d'autonomie avec quelques céréales ou peut-être du maïs, parce que je pense qu'il faut arrêter de tout diaboliser. C'est pas parce qu'on va faire ça qu'on va être complètement destructeur de tout. Je pense qu'on a toujours démontré en tant qu'agriculteurs qu'on était les premiers concernés par la nature et sûrement les premiers attentifs, même si, effectivement, on a fait des progrès, on s'est amélioré, peut-être qu'à une époque, on était moins regardant, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, vraiment, le mot d'ordre de la profession, c'est allez-y et faites, et on sera derrière pour vous défendre. Donc, je mesure mes propos parce que je le dis bien, encore une fois, toute seule, c'est pas moi qui vais le faire. Mais en tout cas, il est certain que c'est le mot d'ordre qu'on a donné et que la profession sera derrière pour soutenir les éleveurs. Et puis, bon, vous avez des adresses, vous n'avez qu'à vous assurer, entre guillemets, du soutien si vous craignez. Mais le mot d'ordre est plutôt celui-là. Moi, j'avais juste une remarque par rapport à ton intervention sur les céréales. C'est vrai pour les céréales, semer des céréales d'hiver. Oui, oui. Céréales de printemps. Ah non, c'est céréales d'automne. Enfin, pour moi, c'était une évidence, mais oui, je vais le rappeler. D'autres réactions? Non? Côté webinaire, non? Bon, ben, si on est bon de ce côté-là, je vous propose de laisser la parole à la FDCUMA, qui s'était, voilà, on avait l'opportunité de la faire intervenir aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la parole pour cette dernière intervention avant de passer au buffet. Merci, bonjour à tous. Mathieu Doué, je suis vice-président de FDCUMA du Cantal, agriculteur avec mon épouse en Beauvallée et adhérent à plusieurs CUMA et convaincu par les CUMA, vous n'en doutez pas. Je suis là, oui, pour compléter tout ce que la Chambre d'agriculture a pu dire, le CER. On voit bien que les charges de mécanisation, c'est l'un des plus gros postes dans nos comptabilités. Et c'est un des postes où on a encore la main, comparé à l'alimentation, par exemple. Et au niveau des CUMA, vous connaissez tous des CUMA dans vos secteurs. Il y a plus de 200 CUMA dans le département. Elles sont présentes depuis plus de 50 ans et elles y sont pour un bon moment. Et voilà, donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher des CUMA locales qu'on a tous à portée de main. Et quand on voit de plus en plus l'évolution du prix du matériel, surtout dans ces moments-là, on pourra plus
pourra plus suivre en individuel et il faudra automatiquement être en collectif. Quand on voit des outils qui ont plus que doublé en 10 ans, on ne peut plus suivre, quoi. Et on voit qu'en collectif, ça marche très bien. Vous avez parlé de semi-direct, des méthodes alternatives de culture. Les CUMA sont en train d'investir dans semi-direct, RC-Tri, il y a beaucoup d'outils innovants et on est en train de se lancer là-dedans. Vous avez parlé aussi de tracteurs. On voit qu'aujourd'hui, un tracteur en CUMA de forte puissance, on n'en a pas beaucoup de jours par an l'utilité sur nos fermes et ces quelques jours, on peut se les partager ensemble en CUMA. Ça permet de réduire fortement les coûts. Il y a beaucoup de leviers à faire en CUMA et voilà. Je vais rester là. Voilà, merci. Alors on est à peu près bon dans le timing, hein. On avait dit une fin à 12h, même si on a commencé avec un peu de retard. Donc je ne vais pas m'éterniser plus, surtout que j'ai la voix qui commence un petit peu à partir. Je vais laisser la parole à M. Oudoul pour la conclusion. Merci Marc. Donc tout d'abord, je tiens à féliciter tous les acteurs de cette conférence pour la qualité et la précision de leurs exposés, des données, des chiffres, etc. Merci donc aux conseillers de la Chambre d'agriculture, M. Christophe Chabalier, M. Yann Bouchard, M. Vincent Vigier et Marc Fayron donc, pour l'animation. Merci également à Anaëlle Barthélémy, salariée de l'Alliance Massif Centrale, elle l'a précisé. L'Alliance Massif Centrale, en fait, regroupe les 5 CER France des différents départements, donc du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Haute-Loire, de la Lozère et du Cantal. Donc, c'est un outil qui nous est très utile à nous, CER France Cantal, et qui nous permet d'avoir des données très précises et de pouvoir avoir des orientations et vous présenter des chiffres très concrets. Merci également à Dominique Andrieux, conseiller agricole donc, à l'agence d'Aurillac, qui assure le lien tout au long de l'année avec l'Alliance Massif Centrale. Donc merci pour tous ces travaux et la qualité de vos interventions. On a pu constater tout au long de ces débats que des pistes pour la maîtrise de nos charges, pour la maîtrise de nos charges sur nos exploitations, il y en avait plusieurs pistes à explorer, à exploiter, à explorer. Donc je vous invite à vous rapprocher de nos services, aussi bien à la Chambre d'agriculture qu'au CER France, pour avoir des précisions sur toutes ces pistes. Voilà. Donc, voilà maintenant 5 années que cette rencontre annuelle existe. Elle est devenue aujourd'hui un rendez-vous important et attendu par la profession agricole. Cette conférence, c'est le fruit d'un travail de collaboration entre la Chambre d'agriculture du Cantal et le CER France Cantal. Donc notre but commun est d'apporter, donc bien entendu, le meilleur accompagnement aux agriculteurs du département. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement de cette matinée, donc à savoir l'animation, la technique pour le webinaire et donc une nouvelle fois les intervenants. Remercier également nos partenaires présents, nos élus qui ont également pris du temps pour venir écouter cette conférence. Merci beaucoup. Merci également à tous les participants ici dans cette salle, mais également à tous ceux qui ont pu nous suivre derrière leurs écrans. Merci beaucoup. Pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que tous les participants ici dans cette salle sont bien entendu invités à partager un buffet dans la petite salle qui se situe juste derrière vous, et puis à prendre un petit verre et continuer d'échanger sur tous ces sujets. Voilà, merci à tous pour votre attention, vos interventions, et à l'année prochaine. Je pense que la conclusion est dite, on peut se retrouver dans la petite salle derrière pour aller déjeuner ensemble. Ah, exactement. Alors j'en profite et parce que on va faire marquer effectivement un oubli de ma part.
c'est offert par Bienvenue à la ferme.